Jacques Ossler, bonsoir. Bonsoir Jean-Louis. Ce soir, vous nous parlez des élargissements successifs qu'a connus l'Union européenne. Et oui Jean-Louis, pour naître à la vie éternelle, il faut accomplir une formalité préalable. Il faut sortir de la vie temporelle. Il faut passer par la mort, franchir le Styx. Alors, je ne sais pas si entrer dans l'Union européenne, c'est entrer dans la vie éternelle, mais en tout cas, c'est sortir d'une vie antérieure qui s'achève dans un tombeau. Les élargissements successifs de l'Union européenne sont en fait bâtis sur 3 tombeaux. Le tombeau des illusions britanniques, le tombeau des dictatures et le tombeau de l'Empire soviétique. Jacques, vous débutez bien sûr par le tombeau des illusions britanniques. Et oui, Jean-Louis, l'attitude de la Grande-Bretagne à l'égard de la construction européenne depuis la guerre se caractérise par la précocité de la pertinence et par la permanence de l'inconséquence. Winston Churchill a été le premier à dédouaner l'édification des États-Unis d'Europe. Il l'a fait à Metz le 14 juillet 1946. Ainsi en témoigne une plaque près du palais de justice. Il l'a fait surtout dans son célèbre discours de Zurich le 19 septembre 1946. Je cite, « Il faut un acte de foi au sein de la famille européenne et un acte d'oubli de tous les crimes et de toutes les folies du passé. Le premier pas à accomplir passe par l'instauration d'un partenariat entre la France et l'Allemagne. La Grande-Bretagne et le Commonwealth doivent être les amis et les promoteurs de la nouvelle Europe. Entendez, il s'agit là d'un soutien sans participation. » Après avoir décliné de poursuivre les négociations avec les continentaux et devant l'amorce de succès du projet, le Royaume-Uni tenta de diluer la communauté économique européenne dans une vaste zone de libre-échange. Rien que du commerce, sans plus. Les 6, solidaires, résistèrent. Et Londres n'eut plus qu'à créer, en 1960, par le traité de Stockholm, l'Association européenne de libre-échange, avec la Suède, la Norvège, le Danemark, la Suisse, l'Autriche, le Portugal. Le Royaume-Uni devint ainsi un géant parmi les pygmées. Tirant les leçons de leurs échecs et du succès de la communauté économique européenne, les Britanniques frappèrent à la porte à 3 reprises. Par 2 fois, Charles de Gaulle, devant les exigences exorbitantes et dénaturantes d'abord, puis devant la tentation permanente du grand large ensuite, rompit les négociations. Pompidou, en bons termes avec le nouveau Premier ministre Édouard Heath, accueillit, en accord avec Willy Brandt, la Grande-Bretagne en 1972. Elle fut escortée de l'Irlande et du Danemark. La dernière pierre de ce tombeau fut l'adhésion, en 1995, du solde de la zone de libre-échange. L'Autriche, la Suède, la Finlande, c'est-à-dire les neutres. Depuis la dislocation de l'Empire soviétique, cette neutralité n'avait plus de raison d'être. C'était une adhésion de raison plus que de conviction. Une adhésion marchande, comme la qualifia Giscard. Alors la zone de libre-échange croupion, c'est-à-dire la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein, négocia avec l'Union européenne un accord toujours en vigueur créant l'espace économique européen. Pour boucler cette trajectoire inconséquente, après avoir prôné sans relâche un élargissement au galop, Cameron annonce un référendum sur le maintien de son pays au sein de l'Union. Jacques, vous aviez commencé cette chronique en parlant de 3 tombeaux. Nous venons de voir le tombeau des illusions britanniques. Voyons maintenant le tombeau des dictatures. Et oui, Jean-Louis, la communauté économique européenne d'abord, puis l'Union européenne ensuite, n'accueille que des pays démocratiques, c'est-à-dire États de droit respectant les droits de l'homme. Ainsi, après la disparition de leurs dictatures respectives, la junte militaire des colonels de 67 à 74 pour la Grèce, Salazar puis Caetano jusqu'à la révolution des œillets en 74 pour le Portugal, et enfin le décès du général Franco toujours en 74 pour l'Espagne, ces pays adhérèrent à la communauté économique européenne, alors en 81 pour la Grèce, en 86 pour l'Espagne et le Portugal. Cette vague d'élargissement permit de stabiliser ces démocraties nouvelles et de rééquilibrer vers le sud la communauté économique européenne. Ces intégrations d'économies plus pauvres impliquèrent des efforts financiers importants via la PAC, la politique agricole commune, et la politique régionale. On ne claque pas la porte sur le nez de Platon, disait Giscard, mais n'a-t-on pas intégré prématurément la Grèce ? En ce qui concerne la zone euro, c'est malheureusement aujourd'hui une certitude. 3e tombeau, le tombeau de l'Empire soviétique.
bien, ce tombeau commence au lendemain de la chute du mur de Berlin par la réunification de l'Allemagne, avant même la disparition de l'URSS. L'inclusion de la RDA, la République démocratique d'Allemagne, était de droit, puisque c'était l'Allemagne globale qui avait fondé la communauté économique européenne. Helmut Kohl, avec célérité et habileté, souscrivit les engagements nécessaires pour rassurer les grands États dont la réunification dépendait, c'est-à-dire l'URSS, les USA, la Grande-Bretagne et la France. La disparition brutale de la tutelle soviétique permis d'envisager la réalisation du rêve de Robert Schuman, la réunification de l'Europe. Mais cette aventure se révéla laborieuse et peu glorieuse. 10 pays rejoignirent l'Union européenne en 2004, la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et enfin Chypre et Malte. En 2007, ce furent la Roumanie et la Bulgarie. Et enfin la Croatie en 2013. Cette vague d'élargissement massif qui pointait à l'horizon était dictée tant par la recherche d'assurance de sécurité auprès de l'OTAN que d'assurance de prospérité et de consolidation démocratique auprès de l'Union européenne. La Hongrie, la Pologne, la République tchèque avaient rejoint l'OTAN avant de rejoindre l'Union européenne. On voit leur précipitation. La conviction démocratique faisait défaut pourtant. Comme en témoigne le faible taux de participation aux élections du Parlement européen de 2004. Moins de 40%, sauf Lettonie et Lituanie. Par exemple, 21% seulement en Pologne et 17% en Slovaquie. La vieille Europe qui accueillait voulut, fort pertinemment, pour éviter la paralysie du haut grand nombre, approfondir ses institutions avant d'élargir son périmètre. Là, selon Louis, le traité de Nice en 2001 tourna la foire d'empoigne. La Constitution de 2005 fut rejetée par les bons soins de la France, puis des Pays-Bas. Heureusement, le traité de Lisbonne, entré en vigueur en 2009, permit une évolution minimum. La vieille Europe consentit les efforts financiers importants, tant dans la phase préalable à l'adhésion qu'après, pour faire face à une grande disparité économique. Mais, faute de pédagogie et de mobilisation médiatique, cette réunification de l'Europe, dont nous devrions tous être fiers, comme le dit Juncker, eh bien, fut quasi clandestine. Et de fait, ce fut un grand ratage démocratique. Que peut-on dire en conclusion de cette chronique qui vient de survoler rapidement les différents élargissements de l'Union européenne? Eh bien, Jean-Louis, face à l'emballement des élargissements successifs, à leurs conséquences diluantes et régressives, les opinions se cabrent et contraignent Juncker à annoncer une pause de 5 ans. Alors même que des candidats négocient ou patientent, comme la Turquie, la Serbie, le Monténégro, la Macédoine, l'Albanie. L'Islande, elle, semble se détourner. Ce n'eût été qu'une adhésion d'intérêt d'ailleurs. Il faudrait enfin oser poser la question des frontières ultimes de l'Union européenne. Englobe-t-elle la Turquie, l'Ukraine, tout le continent sauf la Russie, comme le souhaitent les Américains et les Anglais? Une sorte d'Europe sans rivage, une Europe espace intergouvernementale, ou bien une Europe puissante, fédérale. Une Europe différenciée, à géométrie variable, permettrait de concilier ces deux conceptions de cette identité. Un noyau dur, intégré, puissant, d'une part, une périphérie large, simple espace de juxtaposition de nations, d'autre part. Il est temps de choisir. Il est temps que l'Esprit Saint vienne vivifier le courage politique de nos contemporains pour effectuer le bon choix. Jacques Oster, on retrouve cette chronique sur le site dédié dont vous nous rappelez l'adresse. Mouvement-européen-lorraine.fr